Je voulais déjà commencer par remercier chaleureusement Guénel Bertrand pour cette invitation, dont le cadre m'a tout de suite plu, parce que je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de parler des archives du design avec des étudiants et des étudiantes en design et des designers encore en formation. Donc c'est une expérience très intéressante pour moi, et j'espère que malgré ma présence à distance, que je regrette, je préférerais bien sûr être avec vous, mais malgré ces conditions, on arrivera quand même à échanger. Pour commencer, je voulais simplement dire que beaucoup de personnes pensent que la mise en archive est une question qui préoccupe les individus à la fin de leur carrière, alors que je pense qu'il est beaucoup plus intéressant en vérité de se poser cette question de l'archive beaucoup plus en amont, au début d'une carrière, pourquoi pas, et surtout en dialogue avec une pratique en construction. Donc le titre de cette intervention, dont la première partie était le designer et ses archives, fait référence en fait à vous, et là je m'adresse aux praticiens, aux praticiennes, aux designers, aux étudiants et aux étudiantes de cette salle, vous et les documents que vous produisez dans le contexte de vos projets. Je pense aussi qu'en introduction, il est important de rappeler d'où nous nous situons, vous et moi, vis-à-vis du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Vis-à-vis de ce sujet, vous êtes, et je vous considère, comme des producteurs d'archives, tandis que moi, de mon côté, de l'autre côté de l'écran, et ça me permet du coup de me présenter, je suis à la fois une conservatrice d'archives et une consommatrice d'archives. Alors, une conservatrice, c'est tout simplement mon métier, c'est-à-dire que ma mission, c'est de conserver matériellement les archives, de garantir leur accès aux chercheurs en les classant, donc c'est-à-dire en les rendant intellectuellement accessibles avec des instruments de recherche, et de les valoriser auprès d'un public plus large, notamment par le biais d'expositions. Et je suis une consommatrice d'archives. Donc, si la notion de producteur est une notion tout à fait propre à l'archivistique, celle de consommation d'archives ne l'est pas du tout. C'est moi qui l'invente un petit peu aujourd'hui. Et je suis une consommatrice d'archives puisque je mène aussi des recherches en histoire du design. Donc, j'utilise les archives dans ce cadre-là. Je voulais vous dire, l'introduction, je voulais vous dire juste quelques mots très très rapides de mes recherches, parce que ça peut être intéressant pour me situer, mais ça n'ira pas au-delà de ces quelques mots. J'ai mené des recherches sur des groupes de designers turinois rattachés au mouvement du design radical en Italie. Donc c'est la fin des années 60, le début des années 70. Et j'ai notamment travaillé dans les archives privées et conservées en main privée de deux groupes qui s'appellent Groupe Ostrom et Studio 65 à Turin. Par la suite, et donc là les photos que vous voyez là, c'est des productions de ces deux groupes turinois. Donc beaucoup de mousse de polyuréthane, voilà, un design très pop, au-delà de radical. Et par la suite, j'ai aussi travaillé dans les archives, sur l'histoire d'un groupe lyonnais plus tardif, années 80-90, qui s'appelle Totem, et qui s'était formé en partie en Italie, au contact des groupes Alchimia et Memphis. Et là, j'avais également travaillé dans leurs archives. Donc voilà, là c'était simplement que vous situiez d'où je vous parle, et que vous compreniez déjà à quel point les archives sont pour moi, et pour a priori tous les historiens et les historiennes, la matière première de la fabrique de la connaissance en histoire. De même en fait que le bois, le plastique, la mousse sont des matériaux indispensables à vos projets. Dans le monde du design, comme dans celui de l'art contemporain, à vrai dire, le mot archive, volontiers essentialisé par l'usage du singulier, renvoie souvent à une définition très large.
Dans la bouche d'un designer, il s'agit de l'ensemble de la production, qu'elle soit en 2, en 3 dimensions. Il s'agit également de la documentation, des périodiques spécialisés dans lesquels ces productions ont été publiées, parfois même un peu de la bibliothèque. Bref, j'ai pu remarquer à quel point ça englobait un peu tout ce qui traîne dans l'atelier. Quand, à l'inverse, d'autres designers vous diront devant un mur rempli de boîtes d'archives qu'ils n'ont absolument pas d'archives. Pour les historiens de l'art, de manière plus générale, on remarque que les archives renvoient davantage aux traces écrites qu'aux traces dessinées. Et les documents graphiques sont considérés comme la manière d'approcher au plus près l'insaisissable processus de création, puisque l'artiste y matérialiserait sa créativité en mouvement et la jeunesse de ses formes. Donc vous comprenez qu'il y a pour moi un léger malentendu sur la définition du mot archive, en tout cas une définition qui est extrêmement plurielle, et je pense que dans un premier temps, il importe de lever cette ambiguïté pour qu'on parte d'une définition commune qui pourra évoluer, mais en tout cas une définition simple. Et je vais me référer au Code du patrimoine, d'une part parce que c'est le contexte, c'est mon contexte professionnel, mais également parce que c'est le seul texte qui nous donne une définition, certes légale et réglementaire, mais une définition simple et claire des archives. Donc pour le Code du patrimoine, les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, ou par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Alors, je reviens juste sur quelques morceaux de cette définition pour les expliciter. Quand on dit que ce sont tous les documents, y compris les données, on sous-entend que les archives, ce sont aussi des archives numériques. Quelle que soit leur date, ça signifie que les archives, ce sont des documents qui sont produits il y a 100 ans, comme des documents qui ont été produits hier. Les supports sont également extrêmement variés. Ça peut être du papier, ça peut être des supports photographiques, ça peut être des disquettes, des VHS, et j'en passe énormément. Produits par toute personne physique ou morale, c'est cette notion de producteur dont je vous parlais. Donc un producteur, ça peut être une entreprise, ça peut être une administration, ou ça peut être une personne physique, un designer. Et enfin, j'insiste sur la dernière partie de la définition, cet aspect qui est que les archives sont produites nécessairement dans l'exercice des activités de cette personne. Ce qui signifie que, en fait, et Guénaël avait commencé à en parler en introduction, tout designer produit nécessairement, naturellement, spontanément, involontairement même des traces liées à son activité de projet, a fortiori dans notre société qui est une société de l'écrit. Alors, le titre de la journée d'études faisait davantage référence à la documentation plutôt qu'aux archives. En fait, ce sont deux objets, on va dire, extrêmement, et deux disciplines aussi, extrêmement voisines, extrêmement cousines. Il y a de loin, on pourrait considérer qu'il s'agit à peu près de la même chose. Il y a quelques subtilités et vous verrez que moi, tout au long de cette intervention, je vais davantage vous parler d'archives que de documentation. En fait, la première différence, c'est que si on se réfère à la valeur d'usage des archives et de la documentation, et on reviendra sur cette notion de valeur d'usage qui sera assez importante dans mon intervention. La valeur de l'archive, c'est une valeur probante. L'archive est conservée pour faire preuve traditionnellement, ce qui n'est pas le cas de la documentation. L'archive est également le fruit d'une constitution organique régie par la notion de producteur. Donc vous, en tant que designer, vous êtes un producteur d'archives, vous produisez des archives qui forment un ensemble qui s'appelle un fonds d'archives et qui existe de manière organique, j'ai envie de dire, presque sans intervention extérieure. Tandis que la documentation résulte d'une démarche de mise en relation de l'information. Donc, disons que la documentation, c'est déjà la strate supérieure.
Et donc voilà, dans l'archive, il y a cette notion de trace involontaire. L'objectif de mon intervention, c'est de soulever des questions qui, j'espère, pourront vous intéresser, pourront vous questionner à votre tour, vous inciter en tant que praticien, de praticienne, à vous interroger sur ce que vous produisez dans le cadre de votre pratique. Et j'espère réussir à vous convaincre de l'intérêt de conserver cette production, de l'organiser et d'y réfléchir, de poser dessus un regard critique. Je vous propose 2 axes de réflexion ce matin. La première, le premier axe, dans cette partie, on va se demander ce qui fait archive, qu'est-ce qui fait archive, comment et pourquoi. Et on reviendra sur des exemples très précis pour que ça soit le plus parlant possible. Et dans la deuxième partie, on essaiera de mettre en perspective tout ce qu'on aura dit, et d'essayer d'esquisser, parce que c'est un peu ambitieux pour une présentation de 20 minutes, la manière dont par les archives, par le biais des archives, on peut esquisser une tentative d'épistémologie et d'anthropologie du design. Alors, qu'est-ce qui fait archive, et sous-entendu, comment et pourquoi les documents que vous produisez font archive? Je voudrais, dans cette partie, vous donner à voir des exemples très concrets avec des images d'archives puisées dans le corpus des documents que j'ai réunis pour mes propres recherches. L'idée étant de vous montrer ce que vos confrères et vos consoeurs du passé, notamment, l'occurrence, vos confrères et vos consoeurs italiens des années 70, ont produit, pour que vous vous demandiez finalement, est-ce que ma production ressemble à la même chose? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'il s'agit d'une différence d'outils ou d'une différence de pratique? Je voudrais vous montrer la diversité de ce matériau archive, qui contient d'ailleurs peut-être des documents auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Alors, je vais masquer ça. On distingue assez naturellement dans ces archives du design des archives qui seraient d'une part graphiques et d'autre part textuelles ou écrites. Donc je vais souscrire dans un premier temps à cette vision un peu traditionnelle, en vous montrant donc d'abord peut-être des pièces auxquelles vous vous attendez davantage quand on parle d'archives du design, c'est-à-dire des documents graphiques qui, comme je vous le disais, témoignent de cette recherche formelle par le dessin, par le croquis. Et donc là, nous sommes dans les archives de Riccardo Dalisi, un architecte, un designer napolitain. Et donc on voit ces formes, ces formes en création. Là, c'était des études pour un siège en papier mâché. Là, toujours dans cette recherche graphique, on est à un stade un peu plus abouti du projet, avec des formes, disons, un peu plus stabilisées, et des documents qui servent à présenter ce projet à un public, disons, extérieur. Quand ces premières archives, c'était davantage une recherche intime et personnelle. Et donc là, ce sont les archives du groupe Ostrom à Turin, et c'était une installation pour la Triennale de Milan de 1968. Déjà là, on voit intervenir on voit intervenir du texte et un mélange entre le dessin, le texte et la photo. Il s'agit d'une maquette pour un catalogue commercial de l'entreprise dans laquelle étaient édités les meubles, les designers sur lesquels j'ai travaillé. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on touche du doigt une des valeurs d'usage de l'archive, enfin une manière d'exploiter l'archive, parce qu'en fait, les archives
témoigne de version transitoire d'une recherche de brouillons et d'idées qui n'ont pas forcément abouti, qui n'apparaissent pas en tout cas dans la version finale du document. Et finalement, il n'y a que les archives qui peuvent rendre compte de ces versions non abouties. Évidemment, les archives photographiques. Donc ici, toujours les archives de Riccardo D'Alisi à Naples. Généralement, on retient souvent une image, une photo d'un projet, alors qu'en fait, le photographe qui a travaillé à la photographie de ces projets, il en a fait des dizaines, des centaines. Et donc du coup, dans les archives, on retrouve les traces, encore une fois, de toutes ces photos qui n'ont pas été choisies. Et qui ont un intérêt là, donc dans ce siège, il pratone, ça veut dire le gros pré, c'est des tiges de polyuréthane qui forment un pré. On voit toutes les manières d'investir l'objet. Et c'est vrai que c'est un objet, quand on ne l'a pas testé soi-même, on peut pas se rendre compte de toutes ces manières de vivre avec l'objet. La valeur documentaire de la photographie, qui lors d'installation, de happening, de performance de designers, comme c'est le cas ici à Naples, permet de garder trace de ces événements éphémères. Donc là, c'était dans un quartier populaire de Naples avec des enfants, et toujours Riccardo D'Alisi. L'archive, c'est aussi une matière première au sens matériel du terme, utilisée par les designers, puisque là, donc, ces photos ont été découpées pour créer un roman photo, en fait. Et donc généralement on connaît le roman photo puisqu'il a été publié. En l'occurrence, on connaît moins le matériau qui a servi à cette production et qui se retrouve encore une fois dans les archives. Et de la documentation, disons, pour le coup finale, publiée avec des publicités, de la documentation commerciale. Mais donc, je vous le disais, les archives, ce sont aussi des documents écrits qui sont les traces d'une réflexion, d'une manière de parler du projet, et qui ont aussi cette dimension de témoigner de traces d'étapes intermédiaires. Donc vous voyez là que c'est un texte qui a été biffé, qui a été retravaillé, et qui montre la pensée aussi en mouvement. Dans les documents écrits, on pense aussi nécessairement à la correspondance. Voilà, donc là on est à Lyon dans les archives du groupe Totem. Je passe assez rapidement puisque l'idée c'est vraiment de balayer un panorama le plus complet possible. Je vous ai mis cette photo parce qu'en fait les archives, ce sont aussi des archives, je vous ai montré là essentiellement des archives privées, mais ce sont aussi des archives publiques conservées dans des centres publics d'archives. Ici, toujours à Turin, je m'intéressais à l'implication des designers dans les événements de mai 68, et forcément, je me suis tournée vers les archives des commissariats de police et de la préfecture de police de Turin. Donc voilà, encore une autre forme d'archive écrite. Je vais passer un peu plus vite pour garder du temps pour la suite de l'intervention, mais voilà. Les archives ne sont pas forcément des archives dessinées, des archives graphiques. Et ce ne sont pas non plus seulement des documents isolés, des spécimens comme je viens de vous le montrer. En fait, les archives, ce sont des ensembles, ce sont des documents qui se répondent les uns entre eux au sein d'ensembles documentaires, de gisements. Et donc, il était important aussi pour moi de vous montrer la photo prise avec un peu plus de recul de ces tas, de ces ensembles. Donc là, les archives de Gruppo Strum chez l'architecte De Rossi à Turin. Donc voilà, c'était voilà à quoi ressemblaient les boîtes. Il y avait aussi des rouleaux, des plans, évidemment, des calques.
Donc une production finalement qui était pas extrêmement importante, en tout cas ce qui avait été conservé, contrairement aux archives Totem à Lyon, où en fait il y avait eu aucun tri parce que l'atelier n'avait jamais déménagé, et donc là on est sur une production beaucoup plus importante, conservée dans des boîtes de déménagement. Je vous parlais d'une vision de la part des designers extrêmement large de la notion d'archive. Vous avez compris que moi j'avais une vision peut-être un peu plus restrictive, mais en tout cas voilà, quand j'allais chez des designers, pour eux les archives c'était également ça, des restes, des bouts de travaux, de projets conservés dans de plus ou moins bonnes conditions. Donc là toujours à Naples chez D'Alesi, ici chez Ugo La Pietra à Milan. Donc vous voyez que pour lui en fait les archives, c'est aussi la bibliothèque, c'est beaucoup de périodiques. Chez Gianni Petena à Fiesole, à côté de Florence, les archives sont pour lui aussi les maquettes à gauche, et puis à droite des archives vraiment au sens où je les entendais moi, mais perdues dans une bibliothèque, de la documentation. Enfin voilà, il fallait vraiment fouiller. Maintenant, quels sont les enjeux épistémologiques, et c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces archives en fait dans le contexte de la recherche historique? Il me semblait que c'était important que vous vous en rendiez compte, parce que en tant que producteur, on se rend pas forcément compte de ce à quoi peut servir ce que l'on produit. Je vous présente là une carte que j'avais réalisée en fait sur la base du dépouillement d'une correspondance, d'un ensemble de lettres échangées pour l'organisation d'un séminaire en 68 qui avait été assez important dans l'histoire des designers que je suivais. Et en fait, le dépouillement de cette correspondance m'a permis une mise en données des informations conservées dans les archives, et donc de restituer les interlocuteurs et les échanges à travers le monde qu'avaient entretenus les designers que je suivais. Donc, un exemple d'exploitation. Ici, c'est une carte que j'avais réalisée également, mais cette fois-ci sur la base des entretiens oraux que j'avais menés avec les designers et les artistes turinois, pour vous dire en fait que les archives, ce sont aussi des archives orales. Il n'y a pas que les archives écrites, et j'avais mené toute une campagne d'archives orales en lien avec les fonds papier, c'est-à-dire que quand je découvrais que j'allais consulter un fonds chez un producteur, j'en profitais pour l'enregistrer et pour mener un entretien, et inversement, un entretien avec quelqu'un pouvait m'amener à découvrir un nouveau gisement d'archives. Et sur la base de cet entretien, j'ai pu reconstituer les relations entre les designers de la scène du design radical turinois et leurs homologues et amis, les artistes de l'art pauvre, sur la base de leur adresse, puisque j'allais les voir chez eux. Et généralement, ils n'avaient pas déménagé ces 40 dernières années. Donc voilà, ça permet aussi ce autre type de mise en données de l'archive. Ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que au-delà donc de la dichotomie traditionnelle entre les documents textuels et iconographiques, il y a aussi une différence entre les traces, entre les archives donc privées et publiques, on en a parlé, et les archives écrites et orales. Et cette segmentation, elle n'est pas seulement un système d'organisation et de visualisation du corpus du point de vue du chercheur, c'est également le reflet d'une dynamique de critique des sources
puisque le frottement entre les sources écrites et orales, publiques et privées, a fait apparaître des hiatus importants et qui étaient nécessaires à l'étude de cette histoire sous des angles très différents, ce que n'aurait pas permis un travail basé par exemple uniquement sur les archives orales, uniquement sur les archives écrites ou uniquement sur les archives privées ou publiques. Vous avez compris le principe. J'en arrive à ma deuxième partie, qui était qui est une mise en perspective de ce qu'on vient de poser, en se demandant en quoi l'étude du rapport et de la relation entre le designer et ses propres archives peut contribuer d'une part à une certaine épistémologie du design, donc l'épistémologie étant la science de la science, une réflexion sur la manière dont la connaissance se construit, donc contribuer à une épistémologie du design, et d'autre part à une approche anthropologique du design et des designers. C'est une réflexion qui est un stade expérimental. J'ai cherché pour cette intervention à tirer de mes propres recherches des choses qui pourraient vous intéresser en tant que praticien et que praticienne. Et je dois vous avouer que ces dernières années, je me suis plutôt intéressée aux usages des archives du design pour la recherche historique et beaucoup moins à leur utilité pour la pratique. Donc c'est pour ça que cette journée d'études m'intéresse, mais que de mon côté, ce sont des recherches qui sont un petit peu des réflexions qui sont à un stade expérimental. J'espère que ces questions pourront vous parler, vous interpeller, vous donner envie d'en discuter entre vous. Vous allez voir que je vais mobiliser peut-être des références très théoriques, mais voilà, j'espère qu'on pourra raccrocher ça à quelque chose qui vous parle. Je vous parlais en introduction de la notion de valeur d'usage de l'archive, et il m'a semblé intéressant de mettre en avant cette notion. Vous savez, ou peut-être que vous savez pas, je sais pas si vous avez rencontré ça dans le cadre de vos lectures et de vos réflexions ou de votre formation de designer. Karl Marx, mais d'autres avant lui, d'autres après lui, je pense notamment beaucoup à Jean Baudrillard, ont distingué pour les objets leur valeur intrinsèque, leur valeur d'usage et leur valeur d'échange. On peut, si cette réflexion, si ces notions, en tout cas, se sont appliquées de manière assez heureuse au design, et notamment Jean Baudrillard a écrit là-dessus, on peut les appliquer aussi aux archives en tant qu'objet. On peut et on se concentrera davantage aujourd'hui sur la valeur d'usage, puisque finalement la valeur intrinsèque c'est assez difficile à définir, et la valeur d'échange d'archives c'est pas forcément la question qui nous intéresse aujourd'hui. Si on se concentre en tout cas sur la valeur d'usage, et là je me permets de faire un très bref détour par une notion qui est tout à fait fondamentale pour l'archivistique française, qui est la notion des trois âges, la notion du cycle de vie du document, qui a été théorisé par un historien et un archiviste qui s'appelle Yves Perrotin. C'est une notion fondamentale pour les archivistes dont on se sert tous les jours, et dont on peut se servir aujourd'hui dans notre contexte pour associer à chaque stade du cycle de vie d'un document une valeur d'usage différente. Les archives courantes, ce sont, si on se place dans le contexte du design, des documents auxquels le designer se réfère au cours du projet et qui contribuent à la progression de son travail. Ce sont par exemple des notes, des croquis, mais on peut y intégrer de manière plus large la documentation qu'il mobilise, peut-être à l'époque dans les années 60-70 davantage des revues. Aujourd'hui peut-être que vous vous servez de
de ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, ce sont des archives qui ont valeur, qui sont des archives courantes. Les archives intermédiaires, ce sont des documents dont, une fois le projet terminé, vous n'en avez pas besoin tous les jours. Vous les mettez dans des boîtes, dans une armoire dans votre bureau, mais vous y avez accès de temps en temps pour vérifier quelque chose. Enfin voilà, ils ont cette valeur intermédiaire à laquelle on peut assigner une valeur d'usage qui est une valeur technique et opérationnelle. Par exemple, dans un processus de remise en production d'un objet créé précédemment, dans un contexte également de restauration de l'objet, où on a besoin d'avoir connaissance des matériaux qui ont été utilisés, dans un processus également de commercialisation pour définir des coûts de production, des prix de vente et pour déterminer la valeur marchande d'un objet sur le marché. Et enfin, la valeur, le stade des archives définitives ou historiques. Ces documents, vous n'en avez plus besoin, le temps a passé et ils ont désormais valeur historique ou mémorielle. Ils sont généralement, mais pas toujours, conservés dans un lieu dédié et ce sont des ressources qui deviennent accessibles à des personnes autres que celles qui ont participé à la production, c'est-à-dire le public et les chercheurs, les lecteurs. C'est parce que le document passe par ces 3 stades avec les différentes valeurs d'usage qui leur sont associées, et quelle que soit la durée de chacun de ces stades, que le document peut atteindre éventuellement, s'il n'est pas détruit avant, s'il n'a pas été perdu, etc., son stade définitif et sa valeur historique. En fait, on pourrait aussi parler de la valeur d'usage primaire et secondaire. La valeur d'usage primaire, c'est celle qui est attribuée par le designer lui-même dans son processus de création. Et la valeur secondaire, c'est celle qui naît une fois le projet terminé. C'est une valeur d'usage, contrairement à la première, que le designer ne maîtrise pas, qui lui échappe totalement. Il ne peut pas anticiper l'usage qui sera fait de ces documents par un historien de l'art. Et c'est tout à fait naturel qu'il ne maîtrise pas cette valeur, et c'est j'ai envie de dire fort heureusement qu'il ne la maîtrise pas, car sinon ça voudrait dire en fait, pour résumer, qu'il serait l'auteur de sa propre monographie, et vous comprenez à quel point ça peut être problématique dans une vision critique pour la vision critique de son travail. En fait, le devenir historique d'un document relève d'une véritable rupture d'usage par rapport à l'intention dans laquelle il a été créé. Je vais essayer d'être un peu plus concrète et je vais vous montrer un exemple très précis et très simple d'ailleurs de cette rupture d'usage. Vous avez ici une page d'un agenda de Sottsass. Les agendas de Sottsass sont conservés à la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou. Et pour illustrer cette rupture d'usage, en fait, la valeur primaire assignée par Sottsass à son agenda, c'est à peu près la valeur que tout le monde assignerait à son agenda, c'est-à-dire organiser son temps et ne pas louper ses rendez-vous. La valeur secondaire que le chercheur assigne et la manière dont il peut exploiter ces informations est tout à fait différente. C'est-à-dire que moi, je m'en étais servi pour reconstituer un réseau de relations, de relations autour de Sottsass, en relevant jour par jour les personnes qu'il avait rencontrées. Voilà, c'est un exemple très simple de cette rupture d'usage dont découle la possibilité d'une certaine épistémologie critique du design. Et donc, cette rupture d'usage est absolument nécessaire. La question que je voulais poser aussi dans ces mises en perspective, c'était celle d'archiver son propre travail et de ce que ça pouvait vouloir dire pour un designer d'organiser ses propres archives, de produire du design et de produire de l'archive en même temps,
Et puis, je parlerai pour finir de la notion de régime d'historicité dans lequel les designers s'inscrivent par le biais de leur relation avec leurs archives et qui nous dit quelque chose de cette approche anthropologique que j'annonçais dans le titre de l'intervention. Pourquoi organiser ces archives? Comment organiser ces archives? Je voudrais juste vous présenter un exemple qui est celui de Raymond Guido. Raymond Guido, qui est il est décédé il y a 3 ans, un designer, mais également un théoricien, un historien du design que vous avez peut-être rencontré dans vos lectures, qui a également beaucoup participé à la création dans les années 70 du centre de création industrielle qui était installé au centre Pompidou. Raymond Guido a laissé un fonds d'archives assez exceptionnel, extrêmement important en volume par rapport à d'autres fonds de designers, et sur lesquels j'ai travaillé et que j'ai en partie classé. Et c'était d'ailleurs assez facile de le classer puisqu'en fait on lisait à travers ce fonds d'archives les différentes activités, on pouvait reconstituer très facilement les différentes activités, les différentes casquettes de ce designer. Et en fait, la plongée dans ce fond est une expérience assez particulière puisqu'elle donne l'impression que Raymond Guido avait su dans le présent que ces traces allaient pouvoir servir à la fabrication de la connaissance dans le futur. Il s'était auto-archivé avec une conscience très précoce du devenir de sa production. Donc voilà, c'est un exemple assez intéressant. Alors, peut-on produire du design et produire de l'archive dans un même temps? Ça peut vous sembler paradoxal. Moi, j'ai l'impression que oui, puisque on peut faire et penser ce que l'on fait dans un même mouvement, et c'est même plutôt conseillé, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que ça apporte concrètement dans une pratique de designer? Vous êtes bien mieux placé que moi pour le dire. D'un regard extérieur, je dirais très très simplement que ce n'est pas inutile dans un premier temps de pouvoir retrouver pour un projet X un document qui avait servi pour un projet antérieur. Donc il y a quelque chose de rationnel et de pragmatique dans le fait d'organiser ces archives. Et d'autre part, réfléchir à ces archives, j'ai envie de dire dès le plus jeune âge, est un point d'entrée pour réfléchir à sa pratique, pour poser un regard critique sur son travail et pour à certains moments se regarder en train de faire. Moi, en tant que chercheuse, je produis des données que j'organise, ce qui me permet de penser à ma méthode de travail et à ce que je suis, à qui je suis au travail. Et enfin, pour finir, ça sera le dernier point de ma présentation, avant de conclure, la question du lien entre le régime d'historicité, c'est la relation entre le passé, le présent et le futur du point de vue d'une communauté humaine, d'une société. C'est une expérience sensible du rapport au temps. C'est une approche anthropologique de l'histoire qui serait moins la connaissance du passé en elle-même que la connaissance de la manière dont chaque société, à chaque époque, se réfère au passé dans son présent. Voilà, j'espère que vous suivez, c'est pas forcément évident, mais ce que je voulais dire à travers ça, c'est que ce serait une expérience de pensée intéressante que de considérer les designers comme un groupe humain bien défini, et de se demander dans quel type de régime d'historicité ce groupe humain professionnel s'inscrit. Et le rapport des designers à leurs archives dit quelque chose de ce régime d'historicité, à savoir, puisque j'ai fait les frais dans mes recherches de bien souvent une absence d'archives, ou en tout cas des archives conservées de manière très 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 partielle, ça serait un régime d'historicité sans passé, j'exagère un peu volontairement, uniquement tourné vers l'avenir, donc un régime d'historicité futuriste,
contrairement à un régime d'historicité vers le présent qui est caractérisé par une obsession de la mémoire et du patrimoine. Et en fait, ça m'a fait penser au manifeste du futurisme de Marinetti, dans lequel il dit explicitement que l'idée du futurisme, c'est de détruire tout le patrimoine qui nous entrave, qui nous empêche d'avancer vers l'avenir. Et c'est pas inintéressant de mettre ça en relation dans la mesure où on sait que le design est né au cœur des révolutions industrielles, dans un grand sentiment d'accélération du temps. Et on a l'impression aujourd'hui, dans le rapport très distant des designers avec leurs archives, que finalement on est presque pas sorti de cette gang originelle de ce rapport au temps. Voilà, donc je vais conclure rapidement en tentant de faire le lien avec l'intervention qui suit, donc celle de Catherine Chomara-Ruiz, qui, si j'ai bien compris par le titre qu'elle a choisi et par le petit syllabus qui apparaissait dans le programme, qu'elle souhaite parler avec nous du risque d'une archive mortifère qui figerait le design, qui en ferait des objets icônes. Et Catherine Chomara-Ruiz milite pour une archive vivante du design. Je voulais conclure juste en disant que se mettre soi-même en archive, c'est pour moi tout l'inverse de se mettre en boîte ou de se mettre sous cloche. Les archives, ce n'est pas uniquement une question de préservation de la mémoire de ce qui a été fait dans le passé. C'est une question d'avenir de la discipline. C'est l'enjeu de lui assurer les moyens de la critique dans le futur, les moyens de copier ou de se renouveler, mais en toute connaissance de cause. Conserver les archives du design et toutes les archives du design, pas seulement celles qui sont jolies, celles qui rentrent bien dans une exposition. Rendre accessibles les archives du design, c'est à mon sens une manière d'éviter l'écueil qui serait de réduire le design à des objets. Et c'est une manière de maintenir le design en tant que pratique, en tant que discipline vivante, à la croisée des questionnements culturels, sociétaux et politiques. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un dans le public aurait une petite question quand même à poser à Pia? Oui. Au début de votre présentation, vous disiez justement qu'une archive, c'est une trace involontaire et que la documentation, c'est une démarche de mise en relation de l'information. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'être dans une démarche de non-conscientisation, de création de l'archive pour que ce soit une archive? Enfin, disons qu'on peut pas se dire « Ah, je crée de l'archive, du coup, ça en crée ». Il faut vraiment la démarche peut-être un peu inconsciente de la créer, selon vous? Alors, est-ce que vous pouvez répéter juste la fin de la question? Est-ce qu'on peut être dans une démarche consciente d'archives, c'est ça? Oui, parce que vous disiez justement que c'était une trace involontaire, l'archive, donc ça manque un peu de conscience justement de la réalisation de cette archive. Est-ce qu'on peut le faire consciemment du coup ou pas? Oui, tout à fait. Est-ce que quand je disais que c'était une trace involontaire, c'est-à-dire que effectivement, pour reprendre André Gide qui disait n'essayez pas d'être moderne, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être. N'essayez pas de produire des archives, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire. Donc en fait, voilà, il faut partir du principe que les archives, elles sont créées quoi qu'il arrive. Là où vous pouvez avoir une démarche consciente, c'est dans l'organisation dans un premier temps de ces archives, de vos archives. On est tous confrontés à la manière dont on choisit d'organiser ces dossiers dans son ordinateur. C'est très basiquement de ça dont il est question. Donc conscientiser cette démarche et puis conscientiser ensuite le devenir de vos archives et la manière de les conserver. Après, vous pouvez penser tous les jours, vous dire je produis de l'archive, ça rend un peu fou. Donc c'est pas forcément extrêmement sain, mais moi en tant qu'archiviste, parfois j'ai cette mise en abîme un peu vertigineuse de dire je produis de l'archive, mais c'est pas parfois ça empêche un petit peu d'avancer. Mais en tout cas, voilà, vous la réflexion que vous pouvez avoir, c'est bon. Certes, je produis de l'archive, mais qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? D'accord, merci.